Et rapidement, j'ai le privilège et l'honneur d'introduire notre maître et ami professeur Damien Bonnet, chef de service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, professeur à l'université Paris-Descartes, responsable du centre de référence national des cardiopathies complexes, M3C, de l'hypertension artérielle pulmonaire de l'enfant et des cardiopathies héréditaires de l'enfant. Et il est aussi responsable du nouveau centre des cardiomyopathies de l'enfant à Paris. Donc Damien Bonnet n'est plus à présenter au Maroc. C'est un ami de longue date qui fait beaucoup pour le développement de la cardiologie congénitale au Maroc pour les enfants marocains, aussi bien chez nous qu'à Paris. Merci Damien pour tout ce que tu fais. Et je te passe rapidement la parole donc, pour nous parler des anomalies congénitales de la valve tricuspide. Damien, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Leïla. Je vous avais perdu pendant un instant. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Parce que moi, c'est bon? D'accord. Oui, ça passe très bien. Bonsoir à tous. Comment? C'est bon, on t'entend très bien. D'accord, bon, très bien. Bonsoir à tous. Eh bien, effectivement, c'était toujours une déception depuis quelques mois de ne plus venir vous voir les uns et les autres. Et je suis toujours ravi de participer à vos congrès et j'espère que nous allons pouvoir discuter maintenant donc de ces anomalies de la valve tricuspide. C'est un sujet que le professeur Schreiby m'a proposé. Je pense que c'est parce que nous avons eu l'occasion dans nos consultations communes de voir un certain nombre d'enfants avec des anomalies de la valve tricuspide et que c'est un sujet qui est assez particulier à la cardiologie congénitale, mais qui est aussi un sujet difficile en termes de diagnostic, et puisque ce n'est pas la maladie la plus fréquente et la plus simple à analyser, on va dire, même s'il y a quand même un certain nombre de standards que je vais essayer de vous montrer. Donc, les anomalies de la valve tricuspide, là vous voyez une pièce anatomique qui est en train d'être observée par le professeur Houillel. Et en fait, en cardiologie congénitale, on peut voir des anomalies assez particulières, puisque vous voyez ici qu'il y a une valve tricuspide qui est en partie insérée dans le ventricule gauche. Donc, je terminerai par ça, mais on va commencer par des choses peut-être un peu plus amusantes. Donc, cette photo qui m'a toujours plu, parce que je trouve qu'elle est extrêmement gaie. En cardiologie congénitale à Genève, chez mes amis Beat Friedli et Maurice Beghetti. Maurice Beghetti qui a maintenant succédé à Beat. Et donc, vous voyez le président jeune, et voilà ce qu'il est devenu. Il est devenu extrêmement élégant, très chic, et je suis fier qu'il soit mon ami. Mais pour ne pas être en reste, voilà, je vous montre cette photo, qui est une photo avec mon maître, le professeur Daniel Sidi, que beaucoup d'entre vous ont connu et qui a été aussi un enseignant remarquable. Et puis, voilà ma tête, ce que je suis devenu aussi. Donc, merci Saïd et vous tous pour cette invitation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est celui de la valve tricuspide. Donc, la valve tricuspide, elle va se former de façon assez complexe à partir du canal atrioventriculaire, et je vous montre ici avec la flèche, pas celui de la malformation, regarde exclusivement le ventricule gauche. Puis, au cours du développement, va se former l'entonnoir tricuspidien avec la bandelette primitive, et cet entonnoir va progressivement se creuser, vous voyez ici avec la flèche rouge,
Puis, le canal atrioventriculaire va finalement migrer pour se trouver en face du futur ventricule droit avec les bandes que vous connaissez dans le ventricule droit, c'est-à-dire la bande septale, puis la bande modératrice dirigée vers la voie d'éjection qui sépare la portion d'admission de la portion d'éjection du ventricule droit. Le deuxième événement de formation de la valve tricuspide, c'est celui de la délamination des feuillets, qu'on observe aussi à gauche, mais qui est plus important à droite dans le cœur embryonnaire. Et cette délamination, c'est la séparation du feuillet valvulaire du myocarde sous-jacent par de l'apoptose cellulaire et qui va progressivement créer ce qu'on observe finalement sur le plan anatomique, c'est-à-dire les cordages tendineux qui vont relier le feuillet valvulaire à la paroi, et puis bien sûr le feuillet lui-même. Sur le plan chronologique, le feuillet antérieur et postérieur se délaminent d'abord et le feuillet septal en dernier, c'est ce qui expliquera, comme on le verra tout à l'heure, ce qu'on voit dans la malformation d'Epstein. Pour commencer, un tout petit rappel anatomique, bien sûr, je ne vous fais pas l'affront de détailler, mais vous connaissez bien le feuillet antérieur de la valve tricuspide, qui est le plus vaste, dirigé essentiellement vers la chambre de chasse, le feuillet septal, en grande partie en relation avec le septum interventriculaire, mais aussi un petit peu avec la paroi postéro-basale du ventre droit, et puis en jaune, finalement, le feuillet postérieur, qui est souvent le plus difficile à voir en échographie, ou le plus difficile à analyser. Mais chez l'enfant, on a un peu plus de facilité. Et donc, sur le plan anatomique, on voit bien que la valve tricuspide est une valve qui est, on va dire, relativement chiffonnée. On peut donner l'impression, il y a un chirurgien qui modère cette séance, c'est une valve qui ressemble peut-être à une sorte de mouchoir qui est jeté dans l'entrée du ventricule droit, et donc il va falloir savoir se débrouiller quand il faut la réparer. Et vous voyez ici, par exemple, qu'on voit très bien une commissure entre le feuillet antérieur et le feuillet septal, mais que celle qui serait à définir entre le feuillet septal et le feuillet postérieur est bien délicate. Est-ce qu'elle se situerait là ou ici? C'est plus difficile à voir. En tout cas, c'est une anatomie qui est difficile et extrêmement variable. Quand on fait de l'échographie, c'est un peu difficile aussi. Bien évidemment, tous les échographistes savent très bien regarder la valve tricuspide, mais une cavité, et bien sur la cavité, on va avoir la coupe qui va passer par le feuillet antérieur, le feuillet antérieur qui est situé là, et beaucoup de gens pensent que c'est le feuillet postérieur, et par le feuillet septal, lui, qui est plus facile à identifier. Le feuillet postérieur ne peut pas être vu sur une coupe 4 cavités standard, et c'est ce qu'on voit ici. Et donc, les deux feuillets qui bougent, le feuillet septal, bien délaminé, et le feuillet antérieur de la valve tricuspide. Mais aussi le feuillet septal, on peut, à partir de la parasternale grand axe, basculer vers le ventricule droit, et à ce moment-là, on a la coupe qui permet de voir antérieur et feuillet postérieur. Et voici quand ça bouge, le feuillet septal, ça dépend quelle est la proximité qu'on peut avoir avec le sternum sur cette coupe. Petit axe avec le ventricule droit qui s'enroule autour de l'aorte permet de voir le feuillet septal et le feuillet antérieur. Et donc là, la coupe que j'ai mise, c'est celle où on voit le septal. Avoir un problème de connexion. On a perdu Damien. Ah. Ouais. J'avais un problème de connexion, oui. Je ne sais pas. Oui, là c'est bon. Là on t'entend, Damien. Je rencontre le plus fréquemment en pathologie d'adultes, même si je discuterai d'autres maladies rares. C'est bon? Oui. La malformation d'Epstein, c'est une maladie
rare dans le domaine des cardiopathies congénitales, puisque c'est à peu près 1% des malformations cardiaques, donc on en voit quand même pas beaucoup. Et cette malformation, c'est une absence de délamination du feuillet septal, mais aussi du feuillet postérieur, complètement exceptionnellement dans les formes les plus sévères du feuillet antérieur. Le degré de fuite de lavage tricuspide est extrêmement variable. Ça peut être une fuite tricuspide massive ou quasiment inexistante. Et sur le plan anatomique, on voit que ce qu'on appellerait éventuellement l'anneau tricuspide est déplacé, projeté vers l'apex du ventricule droit, mais on va voir aussi qu'il est basculé, et ce qui fait qu'on a une portion du ventricule droit qu'on appelle atrialisée. Et s'il y a bien sûr une fuite tricuspide, on va assister à une dilatation importante de l'oreiller droit. Il peut s'y associer un grand nombre de malformations sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais la plus classique est celle de l'atrésie ou la sténose de la valve pulmonaire. Sur le plan anatomique, voilà à quoi ça ressemble. On voit ici le feuillet postérieur de la valve tricuspide qui est attaché avec des cordages extrêmement courts à la totalité de la paroi, et puis le feuillet septal qu'on ne voit même pas, qui n'est pas du tout délaminé, et l'anneau tricuspide théorique qui est situé ici. On voit très bien aussi sur cette coupe-là l'aspect qu'on appelle le tethering du feuillet postérieur qu'on voit dans la malformation d'Epstein. Et ceci est lié donc à l'absence de délamination, et l'image anatomique que je viens de vous montrer correspond au schéma que je vous ai précédemment montré de la délamination de la valve tricuspide. Alors, il y a une définition pour parler de malformation d'Epstein du degré d'accollement, et on parlera de malformation d'Epstein quand la longueur de l'accollement du feuillet septal est de 8 mm par mètre carré de surface corporelle. En gros, visuellement, c'est très facile à voir. Même si on a ce décalage vers la pointe de la valve tricuspide dans un cœur normal, il est très exagéré dans la malformation d'Epstein, et dans les formes qui sont, on va dire, cliniquement signifiantes, l'accollement est évident à diagnostiquer. Il n'y a pas que l'aspect d'accollement et de déplacement vers l'apex de l'anneau, il y a aussi une rotation de l'anneau tricuspide. Ici, ce sont des degrés variables de rotation qui va projeter en fait l'anneau tricuspide sous la voie d'éjection du ventricule droit, et on va voir ça sur les images ultérieures. Et donc, la classification qu'on utilise le plus souvent est la classification de Carpentier. Je ne vous la lis pas, mais elle montre les différentes formes de malformation d'Epstein, avec le feuillet antérieur qui est dans les deux formes, les A et B, complètement délaminé et relativement libre, alors que dans la forme C ou la forme dite sac D, le feuillet antérieur est attaché de façon serrée à la paroi antérieure du ventricule droit, voire non délaminé pour une partie du feuillet, et qui va conduire aux formes les plus sévères de cette malformation, dans lesquelles parfois le ventricule droit ne peut pas être utilisé puisqu'il est réduit à sa portion congrue située sous l'artère pulmonaire. Donc voilà ici une vue d'une malformation d'Epstein. On voit la valve tricuspide et on voit le petit accollement, mais vous allez voir dans une autre forme que ceci est plus évident. Donc voilà à nouveau une forme de type A où on voit un petit peu d'accollement du feuillet septal. Le feuillet antérieur, lui, est parfaitement mobile, et le feuillet postérieur, lui, est également très bien visible. Donc ça, c'est la forme mineure. La forme B est beaucoup plus spectaculaire en échographie, en particulier quand ça fuit, puisqu'à ce moment-là, on a une disproportion de taille tout à fait considérable entre les cavités droites et les cavités gauches. Et vous reconnaissez ici le feuillet septal, en grande partie accolé, avec une zone de non-coaptation qui est très vaste, sur laquelle il y a une fuite tricuspide massive, un petit bout du feuillet postérieur, et puis le feuillet antérieur qui est certes complètement délaminé, mais qui est suffisamment restreint par une attache distale pour créer cette déhiscence massive de la valve tricuspide. Le type C, donc une forme encore plus avancée, dans laquelle le feuillet antérieur est lui en partie accolé. Et là, c'est ce qu'on va voir ici. Vous voyez que le feuillet antérieur, le feuillet septal, lui, est invisible. Le feuillet antérieur est restreint, en partie attaché à la paroi antérieure du ventricule droit. Et puis enfin, le type D, où on ne distingue quasiment pas de valve tricuspide, puisque tous les feuillets sont attachés à la paroi. Donc, la malformation d'Epstein, c'est une malformation éminemment variable sur le plan anatomique, et c'est ce qui en fait la complexité de la prise en charge. Il faut distinguer la malformation d'Epstein de la dysplasie valvulaire tricuspide, dans laquelle il y a un vrai feuillet septal
mais qui est incomplètement délaminé, c'est-à-dire qui est attaché par des petits cordages souvent assez serrés sur le septum interventriculaire, mais par contre, le feuillet existe vraiment. Et il n'y a pas de rotation de l'anneau vers la chambre de chasse, ni de chambre atrialisée. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, chez un nouveau-né, le feuillet septal existe, il n'y a quasiment pas de décalage, enfin il y a un décalage normal mitrotricuspide, et puis une zone de non-coaptation parce que le feuillet antérieur est lui aussi attaché, avec une fuite massive. Ça, c'est une maladie qu'on voit fréquemment chez les nouveau-nés, qui est souvent associée aux atrésies pulmonaires fonctionnelles. Voici une autre dysplasie valvulaire tricuspide, avec là une valve qui est épaisse. On voit bien le feuillet septal complètement délaminé. Et puis ici, le feuillet antérieur avec des cordages qui sont qui le restreignent un peu. Et il y avait également une fuite tricuspide très importante, une droite dilatée, une oreillette droite dilatée, mais pas de chambre atrialisée. La forme néonatale de la malformation d'Epstein, c'est une forme qui peut être extravert. Vous voyez cette radio qui est la radio qu'on voit dans les livres, avec le cœur qui va d'un grille costal à l'autre, un énorme ventricule droit et une énorme oreillette droite avec une chambre atrialisée très vaste, très souvent une atrésie pulmonaire organique ou fonctionnelle et une dépendance à la perméabilité du canal artériel, au moins au début de la vie, une prise en charge de réanimation néonatale complexe que je ne vais pas détailler maintenant, mais sur laquelle on pourra revenir ultérieurement si vous le souhaitez. Et voici cette image de malformation d'Epstein ou de dysplasie tricuspide néonatale qui ont une physiologie proche avec la valve pulmonaire qui ne s'ouvre pas et le canal artériel qui perfuse la totalité de l'artère pulmonaire. Donc, ces formes néonatales, c'est un problème qui, on va dire, est très modeste en fréquence. Par contre, savoir s'il faut réparer la valve tricuspide d'une malformation d'Epstein d'un enfant plus grand ou d'un adulte est une vraie question. Et l'analyse de la valve tricuspide, sur laquelle je suis passé assez rapidement, va être importante pour connaître la quantité de tissu disponible, la mobilité et la muscularisation des feuillets, le degré de coaptation, la possibilité de restreindre l'anneau. Essayer de détailler l'anatomie de l'appareil sous-valvulaire, c'est très difficile. Et puis, bien sûr, apprécier la fonction du VD, mais aussi du ventricule gauche, pour savoir si on peut proposer une réparation ou si on doit éventuellement faire un remplacement dans certains cas. Donc, voici une forme assez impressionnante de malformation d'Epstein, mais où on voit le feuillet septal largement accolé, une zone de non-coaptation entre le septal et l'antérieur, mais un antérieur qui est très vaste et un feuillet postérieur qui est en grande partie délaminé, que vous voyez ici sur la coupe que je vous montrais tout à l'heure. Et on voit ici cette sorte de grand voile sur la coupe en bas à droite, qui est le feuillet antérieur qu'on va peut-être pouvoir utiliser pour réparer la malformation. Et là, c'est la même chose, une zone de non-coaptation, un feuillet antérieur qui est complètement mobile et un anneau qui est dilaté avec une zone de non-coaptation, un feuillet septal totalement accolé. Donc ça, c'est typiquement des malformations qu'on va pouvoir réparer et avec souvent des bons résultats. On peut s'aider de l'IRM ou du scanner pour voir l'anatomie. Chez l'adulte, on s'aide beaucoup du scanner où on voit très l'anatomie de la valve tricuspide, mais c'est très irradiant. Chez l'enfant, on le fait peu. Et puis, si on veut faire de la quantification de volume, on peut aussi s'aider de l'IRM4 des flots, ici dans une malformation d'Epstein que nous avons réparée. L'intervention qui est prévue aujourd'hui, c'est essentiellement l'intervention de Cohn. Il y a bien d'autres techniques et je ne me permettrai pas de les critiquer l'une l'autre. L'intervention de Cohn, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Il faut l'imaginer comme la possibilité d'utiliser quasiment exclusivement le feuillet antérieur pour en faire une sorte de cône que vous voyez dessiné ici, qu'on va recoudre sur un anneau tricuspide qu'on aura réduit, comme vous le voyez sur ce schéma. Et ces opérations donnent des très bons résultats à court, moyen et long terme quand on en a posé les indications correctement. Voici un exemple préopératoire et post-opératoire de malformation d'Epstein. Vous voyez l'accollement du feuillet septal, des cordages très courts ici dans la partie apicale partiellement délaminée, le feuillet antérieur ici sur cette coupe 4 cavités, avec ici un résultat post-opératoire où vous voyez qu'on a utilisé le feuillet antérieur quasiment comme une monocuspe et il n'y a pas de fuite avec une anatomie du ventricule droit qui n'est pas loin d'une anatomie normale. Et voici en petit axe à quoi ça ressemble. On a l'impression qu'il y a une zone de non-coaptation. On voyait tout à l'heure que ça ne fuyait pas, avec un feuillet antérieur qui fait la totalité de l'appareil valvulaire tricuspide. Donc ça, c'est la malformation principale, c'est celle qui va vous poser des problèmes en consultation essentiellement. Les autres anomalies de la valve tricuspide qu'on va voir, et je ne vais certainement pas toutes les passer en revue, sont des anomalies plus rares ou moins problématiques, mais je vais les évoquer brièvement avec vous pour que vous puissiez en reconnaître quelques-unes.
La première, c'est une malformation rare, c'est-à-dire que le prolapsus valvulaire mitral, c'est une malformation que vous voyez très fréquemment. Par contre, le prolapsus valvulaire tricuspide, dans sa forme isolée, puisque là, il y avait chez cet enfant pas de prolapsus valvulaire mitral, c'est une malformation très rare. Elle peut se rencontrer dans des cadres syndromiques, en particulier le syndrome de Noonan ou des conjonctivodysplasies, dont font partie le syndrome de Loeys-Dietz ou le syndrome de Marfan. Mais le plus souvent, il y a des atteintes polyvasques. Les formes isolées sont tout à fait, et vous voyez, c'était deux jeunes gens, des adolescents, qu'on a différentes formes avec des feuillets plus ou moins redondants, plus ou moins fuyants, et des réparations qui sont ici possibles puisqu'il y a beaucoup de tissus et la possibilité de réduire la nuit. Une anomalie qui est et le plus souvent qui est acquise, c'est la rupture d'un cordage tricuspide. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas dépister. Et dans mon expérience, le plus fréquent, ce sont des enfants qui ont eu des cathétérismes en période néonatale, en particulier pour dilater des valves pulmonaires ou fermer des canaux artériels chez les prématurés, où on met des sondes assez rigides depuis la veine cave inférieure jusque dans l'artère pulmonaire. Et la tension sur ces sondes est susceptible de casser des cordages tricuspides. Donc, il faut attentivement regarder les valves tricuspides des patients qu'on a cathétérisés à droite quand ils étaient tout petits. La fuite ici était très importante chez cet enfant de 1 an et qui a été secondairement opéré de cette rupture de cordage que j'espère vous voyez puisqu'on voit le cordage qui passe dans l'oreillette droite. Il y a des sténoses tricuspides ou des maladies tricuspides qui sont à la fois sténosantes et fuyantes, c'est très rare, ça peut exister. Il y a une malformation qui est l'atrésie pulmonaire à septum intact, dans laquelle la valve tricuspide est souvent dysplasique et restreinte dans son ouverture, comme vous le voyez ici, ça ressemble à une sorte de sténose mitrale si on était à gauche. Et on peut parfois avoir des problèmes de développement du ventricule droit et de dilatation de l'oreillette droite liés à cette sténose tricuspide congénitale dans l'atrésie pulmonaire à septum intact. Mais le plus classique, c'est quand on fait des réparations de canaux atrioventriculaires, qu'on n'a pas beaucoup de tissu à gauche, le chirurgien prend un peu sur le tissu à droite et risque de créer une maladie tricuspide à la fois sténosante et fuyante dans la réparation des canaux atrioventriculaires. Et donc ça, il faut que vous regardiez quand vous suivez des enfants s'il y a des sténoses du côté droit chez les patients qui ont eu des canaux atrioventriculaires opérés. Des malformations beaucoup plus difficiles, mais en fait assez faciles à reconnaître, mais difficiles à réparer, ce sont les straddling tricuspides. Et vous voyez ici que la valve tricuspide est en partie insérée dans le ventricule gauche. Et donc, certains de ces patients peuvent être réparés quand ils ont des ventricules droits suffisamment développés, et d'autres vont devoir être traités comme des cardiopathies univentriculaires. La fente de la valve mitrale, c'est une malformation classique, mais la fente de la valve tricuspide, c'est plus difficile à voir. Ça peut être, comme tout à l'heure, la rupture de cordage. Souvent, c'est le diagnostic qu'on fait, mais il y a d'authentiques fentes, en particulier du feuillet antérieur. Et on voit très clairement chez cet enfant un trou comme un trou. Ce n'était pas un trou, hein, c'est une fente, comme un coup de ciseau dans la valve du feuillet antérieur qui était fuyant, qu'on a observé puisqu'il y avait peu de retentissement, mais certains peuvent avoir à être opérés. Une malformation exceptionnelle, c'est l'absence de valve tricuspide. Donc, l'absence de valve tricuspide a été décrite il y a très longtemps en Canada par Bob Freedom. Et une malformation qui est, on pourrait considérer comme proche de la malformation d'Epstein, mais probablement qu'embryologiquement, ce n'est pas la même chose. Et bien évidemment, c'est une malformation catastrophique en termes de tolérance néonatale et qui peut conduire à des réparations univentriculaires chez des nouveau-nés, puisqu'on va souvent abandonner le ventricule droit qui n'a pas d'entrée, même s'il est présent et parfois relativement vaste, comme chez ce patient. Mais l'absence de valve tricuspide, dans la plupart des cas, dans notre spécialité, c'est plutôt l'atrésie de la valve tricuspide que vous voyez ici. On voit très bien les deux oreillettes et la valve tricuspide est réduite à un plancher, comme sur la coupe anatomique, et c'est la cardiopathie univentriculaire par excellence, puisque c'est dans une atrésie tricuspide que Francis Fontan avait fait pour la première fois une opération de Fontan, une dérivation cavo-pulmonaire totale. Et puis pour terminer, je crois, ou c'est mon avant-dernier exemple,
Ici, une anomalie qui était congénitale, mais qui n'est pas une malformation de la valve tricuspide. C'est une tumeur de la valve tricuspide, et donc on peut observer ça chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est un fibroélastome de la valve tricuspide. Chez les adultes, vous connaissez beaucoup plus ça sur la valve aortique, mais on peut en voir sur la valve tricuspide des enfants. Et souvent, ça progresse et il va falloir l'enlever. Ce n'est pas de la chirurgie simple, mais c'est de la chirurgie qu'il va falloir faire parce que ces tumeurs sont des tumeurs extrêmement friables, comme vous pouvez le voir sur cette photographie, et qui risquent fort d'emboliser. Et puis, enfin, ce qu'on voit aussi en cardiologie congénitale, c'est que parfois la valve tricuspide n'est pas à droite. Et je vous montre l'exemple de cette malformation qu'on appelle la double discordance en français, mais que les anglo-saxons appellent la transposition des gros vaisseaux congénitalement corrigée, ou CCTGA. On a une discordance atrio-ventriculaire, et je ne vous l'ai pas montré sur la coupe, mais une discordance ventriculo-artérielle associée, qui fait que les patients peuvent aller très bien puisqu'ils ont une physiologie cardiaque normale, mais tout le problème va être celui d'une valve tricuspide située en position systémique, ce que anatomiquement elle n'est pas faite pour supporter et dont la fonction va se dégrader avec le temps. Et toute la problématique de cette cardiopathie va être de préserver la fonction de cette valve que mon maître Daniel Sidi disait mal faite, parce que le bon Dieu avait eu le temps de s'occuper de la valve mitrale, mais il avait négligé la droite parce que le 7e jour approchait. Donc elle est mal faite, et quand elle est du mauvais côté, eh bien, elle ne va pas garder toute la vie la compétence de la valve mitrale. Et ça va être tout le problème de la double discordance. Voilà, je vais m'arrêter là et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention.